les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, une rencontre avec Mathieu Hirdzik pour la fête de l'équinoxe et au-delà. Bonjour Mathieu Hirdzik. Bonjour à tous. Vous avez créé une association, donc un planétarium pour le Sud-Manche, avec un point d'exclamation, à ne pas oublier. Alors ma question fétiche se justifie d'autant plus. Quel est votre lien avec le territoire ? Disons que ma mère est normande, donc déjà ça commence à faire une petite encre, une petite racine sur place. L'autre raison, c'est que le Sud-Manche est une zone blanche en centre de culture scientifique et que j'espère depuis 2017 faire construire un planétarium au minimum, mais tout un centre pour pouvoir parler de science et apporter des réponses au plus près du territoire pour les questions que les gens pourraient se poser sur le ciel, sur la terre, sur le climat et toute cette sorte de choses. Donc en fait c'est un retour sur vos racines normandes. Exactement. Et aussi, oui, une ouverture, vous pensez qu'il faut développer l'ouverture scientifique à l'ouest ? Il faut complètement la développer. On n'a rien à moins de 2 heures de route, à moins d'aller à Rennes ou à Caen ou à Cherbourg. Ici, les scolaires ou les habitants ont vraiment beaucoup de difficultés à accéder à la culture scientifique, alors que ça fait pourtant partie des 8 aspects de la culture, tels que défendus par la Convention de Fribourg, avec la culture musicale, la culture historique ou même la culture religieuse. Et c'est quand même par la science qu'on va pouvoir comprendre d'où on vient, où on va, et pourquoi les changements qui nous sont donnés vont prendre cette forme-là, et pourquoi il va falloir se poser des questions. Alors oui, donc quand on fait des recherches sur vous, on trouve plusieurs métiers. Ingénieur de recherche, ingénieur pédagogique, médiateur scientifique. Donc on voit les facettes de votre rôle. Quel est votre parcours qui vous a mené à ces rôles ? Et bien ma foi, depuis que j'avais 12 ans, j'ai voulu faire de l'astronomie, je précise. Et donc j'ai fini par avoir un doctorat en astrophysique et méthodes associées à Paris en 2005 déjà, mon Dieu. Donc je suis astrophysicien, mais n'ayant pas trouvé de poste parce que les places sont chères. Il y a à peu près 200 candidats par an pour 5 postes en moyenne en France. C'est pas mieux à l'international. Excusez-moi, mais on dit qu'en France, il y a un problème justement dans le développement de la recherche scientifique, non ? Dans les postes proposés ? C'est toujours un problème de longue date, c'est que la recherche n'est pas vraiment un endroit où on va trouver beaucoup d'argent. Donc les postes sont assez peu lucratifs, c'est sûr et certain. J'ai été payé au SMIC quasiment toute ma carrière scientifique. Donc on se retrouve à avoir des métiers où on travaille 70, 80, 90 heures par semaine. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça. Mais malgré ces gens qui sont passionnés, qui comptent pas leur temps, qui comptent pas leurs heures et qui voudraient faire toute une carrière, il n'y a pas d'argent pour les suivre même au SMIC. Donc en gros, il y a vraiment un gros problème. Il faut dire après que c'est simplement du calcul comptable. Quand on fait de la recherche pure, on n'a pas vraiment obligation de résultat, ce qui permet éventuellement d'avoir des super découvertes. Mais souvent, c'est considéré comme de l'argent à perte. Donc il n'y a pas de retour sur investissement, c'est vraiment... On voit pas ça comme un investissement, quoi. Exactement, alors que c'en est un. Exactement. Alors que c'en est un. Par exemple, c'est en étudiant le Soleil qu'on a compris la physique nucléaire et qu'aujourd'hui, on a des centrales nucléaires. Et des bombes du même nom aussi, parce que, bon, bref, passons. Alors vous justement, qu'est-ce que vous avez choisi vers quoi vous êtes orienté ? Par une rencontre complètement fortuite, j'ai fini prof pour prof. Donc, j'ai participé à la rédaction de guides scolaires pour aider les profs à faire des sciences en classe. Et j'ai pu comme ça développer ou redévelopper des compétences de vulgarisation qui me plaisaient beaucoup, puisqu'effectivement, dans tout mon CV, on voit tout le temps la double facette, recherche pure et transmission, donc qui colle vraiment bien avec l'image d'un planétarium. Et en 2017, j'ai quitté ce poste-là pour essayer de réconcilier les deux, puisque transmission pure mais sans créer moi-même, bon, ça me plaisait moyennement. Et donc là, j'essaye de faire mon propre trou en pouvant mixer à la fois la science et la transmission. D'où aujourd'hui ingénieur pédagogique, c'est ça qui me nourrit. Donc vous êtes consultant indépendant maintenant ?
Exactement, j'ai monté ma petite entreprise en 2019 pour proposer des services d'ingénierie pédagogique. Donc ça peut être de l'aide à la rédaction de contenus scientifiques ou pédagogiques, donc à destination typiquement des enseignants. Ça peut être de développement d'animation multimédia, par exemple avec l'Office for Climate Education, basé à Paris, pour qui j'ai fait plus d'une vingtaine d'animations multimédia pour expliquer l'effet de serre, pour expliquer les îlots de chaleur urbains, pour expliquer les climats, les chaînes alimentaires, tout ça. Ça peut être l'animation d'ateliers en classe ou en périscolaire, ça peut être donner des conférences. Il y a un peu toutes ces compétences-là. Et vous avez publié des livres, là, moi j'en ai trouvé, d'ailleurs on va parler, vous avez fait une conférence très intéressante au moment de la semaine du climat, là, fin 2024, Exactement, j'avais eu le plaisir d'être invité là-bas par Pascal Colombier. à Granville. À Granville, exactement. J'ai effectivement pas mal de livres de vulgarisation de mon actif, donc qui parlent du climat ou qui parlent d'astronomie. Donc le changement climatique chez Nathan, les questions-réponses à partir de 7 ans. Ou alors l'univers, c'était malheureusement une collection qui a disparu. Les concentrés Top Tokyo, donc l'univers, qui avait pas trop mal marché d'ailleurs. Le but du jeu, c'est quand même de partager cette passion et d'essayer de donner une science un peu accessible et facile à comprendre. Et pour vous, la science, c'est pas seulement la connaissance, mais c'est aussi, ça peut nous servir pour le présent et l'avenir, c'est ça, hein? Ah oui, pour moi, le but du jeu, le but de la science, c'est de comprendre effectivement comment fonctionne le monde. Mais c'est pas juste pour faire plaisir à trois barbus dans un bureau. Le but, c'est que ça serve à tout le monde. C'était un petit peu la mission de Camille Flammarion il y a bientôt 2 siècles. L'astronomie populaire, c'était pour que tout le monde puisse se l'approprier et comprendre que la planète était fragile, qu'on était seul dans l'univers, jusqu'à preuve du contraire, et qu'il allait falloir sauvegarder un petit peu ce petit monde qui nous héberge. Oui, sans refaire toute la conférence que vous aviez faite à la semaine du climat, le sujet, c'était justement comment la science peut nous expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire, c'est ça pour la planète? Non, alors la conférence, Enfin, c'était... ça, c'est un peu large. Est-ce que Oui, c'est un peu large. Et en plus, la science n'est pas là pour dire ce qu'on doit faire. Non, La science est là pour dire ce qui nous pend au nez si on continue ce qu'on fait ouais. et essayer d'analyser parmi plein d'options différentes quelles seraient les conséquences de chacune des options. Mm. Après, c'est aux citoyens et leurs politiques de choisir quel est l'avenir qu'ils veulent. Mm. Donc le scientifique n'est pas là pour jouer le rôle de moralisateur, mais juste là pour donner un cadre en disant voilà, donc ça semble être la fausse bonne idée. Mm. Et c'était tout ça le sujet de la conférence. La technologie va-t-elle nous sauver? Et typiquement, mettre de l'IA partout alors qu'on n'aura pas assez d'énergie électrique pour financer tout ça, pour alimenter tout ça, ben ça semble pas une bonne idée. Mm. Alors, vous avez fondé une association, donc je le disais tout à l'heure en préambule, un planétarium pour le Sud-Manche, point d'exclamation. Alors pourquoi, enfin vous nous avez déjà un petit peu expliqué, mais en quoi consiste cette association? Alors l'association anime principalement un comité de soutien pour convaincre les politiciens de l'intérêt qui existe pour notre projet. Juste histoire de dire que je ne suis pas tout seul à vouloir dépenser l'argent du contribuable, mais qu'il y a un vrai besoin mesurable sur le terrain. On organise pour se faire connaître 3 événements annuels. Une fête de l'équinoxe, typiquement du côté de Dragéronton, une fête du solstice, typiquement du côté de Carole, et une baie des étoiles pendant les vacances d'été, où là, on va observer des étoiles pendant toute une nuit, à peu près du côté de la nuit des étoiles. Et ces événements-là donc, permettent de faire connaître l'association, et inversement, vu qu'on a plusieurs centaines de visiteurs à chaque fois, ça nous permet de confirmer que oui, il y a bel et bien un engouement du public pour ces sujets-là, et donc notre proposition est donc pertinente. Oui, j'ai trouvé une phrase très jolie dans un document parlant de ces grands moments. Vous dites que c'est le croisement des sciences et du rêve. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Parce que on a l'impression, quand on parle de science ou d'astronomie, on voit tout de suite, on fait une recherche sur Google et autres, ou sur Wikipédia, où on a tout de suite des images fantastiques du fin fond de l'univers. Mais en fait, on a commencé modestement, juste avec nos yeux. Et pendant 5000 ans, on a quand même compris pas mal de choses sur le fait que la Terre, non, n'était pas plate, sur le fait que, oui, a priori, le Soleil était gros et loin, et c'était probablement lui qui était au centre du système solaire. Ce genre de choses.
Mais rien que ça montre que depuis 5000 ans, on pouvait avoir une certaine modestie devant l'immensité de l'univers et se rendre compte juste qu'en fait, c'est joli, c'est beau. Et donc à partir de là, les gens ont imaginé des légendes pour expliquer tous ces points brillants, ces planètes qui bougent. Et ça fait un peu rêver. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir énormément d'instruments très chers, très compliqués à l'autre bout du monde pour pouvoir profiter du ciel. Bon, il faut juste éteindre la lumière. Alors ça nous amène justement au festival, le premier événement de l'année 2025. Vous refaites ces 3 événements. Et le premier, donc c'est le festival de l'équinoxe, science et fiction, d'ailleurs le sous-titre est clair. Samedi 8 mars, à la salle Chantraine de Dragey-Ronthon, toute la journée, parce que ça commence le matin jusqu'au soir. Alors dites-nous un peu le programme pour nous allécher. Alors, on essaie de passer à l'échelle. Au lieu de faire des petits événements qui durent une demi-journée, là, on essaie de passer quasiment toute la journée plus toute la nuit, selon les conditions météo, évidemment. On va pouvoir regarder des vidéos, des films, des courts-métrages et des longs-métrages, en partenariat avec l'association Ciné Parlant qui est basée à Avranches. Et on a des astronomes amateurs qui vont pouvoir continuer jusqu'au bout de la nuit. Tous ces films sont intercoupés de conférences scientifiques ou de conférences de vulgarisation. Donc, ce 8 mars, on a la chance et l'honneur de recevoir Madame la présidente de l'Académie des sciences, Françoise Combes, qui va nous parler de l'histoire du Big Bang, rien que ça. C'est bien pour le 8 mars, vous avez pris une femme ou c'était le hasard? Heureusement, elle a répondu positivement. Donc on est quand même très, très content que quelqu'un de ce calibre soit disponible pour nous. Donc ça fait plaisir, ça montre effectivement qu'on a bien des laboratoires qui sont prêts à nous suivre. C'est rassurant. Et ça montre que les femmes sont scientifiques aussi, parce que c'est souvent un cliché qu'on a, la science plutôt réservée aux hommes. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le cliché vient malheureusement d'une réalité historique. C'est que les femmes ayant été souvent reléguées au second plan, Ouais. il leur restait plus grand-chose à découvrir une fois que les hommes étaient passés. Ou parfois, ils ont découvert des choses, mais on a laissé dire que c'était des hommes à leur place. Exactement. Mm. Exactement. on a malheureusement pas mal d'exemples en astronomie. Ouais. Ah oui, vous avez un exemple à nous raconter? Tiens, des exemples, c'est intéressant, puisqu'on est la semaine du 8 mars, des journées des droits des femmes. J'ai envie de commencer même très, très loin, en fait. Si on parle d'Hypacide d'Alexandrie, elle avait réussi à comprendre pas mal de choses sur l'astronomie, les calendriers et le fonctionnement du ciel, sauf que les hommes ont préféré la faire condamner pour sorcellerie. Ah voilà, on retombe sur le qualificatif de sorcière dès qu'une femme est un peu savante et Ça, curieuse. qu'elle commence à faire des choses un peu intéressantes. Ah, c'est dingue ça. On a plus proche, on a Émilie du Châtelet qui avait réussi à faire comprendre à ses camarades toute la théorie de Newton sur la gravitation, ce qui n'était pas forcément à la portée de tout le monde non plus, donc c'était bien, mais bon, comme ce n'est pas la découvreuse, on n'en parle pas. C'est Madame du Châtelet, c'était l'amie de Voltaire, c'est ça? Oui. Ouais. Exactement, Émilie du Châtelet. Donc la pauvre, pareil, elle a écrit pas mal d'ouvrages de vulgarisation, d'explication et des essais scientifiques, mais très peu sont passés à la postérité. Donc Françoise Combes, donc, qui est présidente, vous dites? De l'Académie des sciences, l'année 2025-2026, rien que ça. Donc je crois que c'est à 13h30, c'est ça? Alors c'est à 13h30, alors vu qu'en général on a toujours un petit peu de retard, ce sera entre 13h30 et 14h, effectivement. 90 minutes de conférence, donc 60 minutes de conférence, 30 minutes de questions avec le public, pour pouvoir échanger, réagir, poser ses questions. Le but étant toujours d'avoir de la science accessible et vivante, avec des gens passionnés qui acceptent de répondre aux questions. Le sujet, c'est... dans une salle de conf. Le sujet, c'est Histoire du Big Bang. Donc, Histoire du Big Bang, en gros, c'est vraiment toute l'histoire de l'univers. Oh, simplement. Donc, ouais. Tout simplement. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à venir l'écouter. Donc, à 13h30. Et après, une projection d'un film? Exactement. Ensuite, donc toujours avec Ciné Parlant, dont j'avais parlé tout à l'heure, une fiction. Premier contact, le film de Denis Villeneuve, qui sera suivi directement après par un décryptage par Emmanuel Serbonnet, assistant de production, qui va nous expliquer en quoi ce film est scientifiquement correct, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment réfléchies,
et en quoi, sur quels aspects il n'est pas tout à fait scientifiquement correct. Mais ça, c'est parce qu'on a besoin souvent de petits ressorts scénaristiques pour que le film soit un peu passionnant, avec des rebondissements et tout. Donc la fiction, la science-fiction, c'est toujours un équilibre un peu précaire, un peu subtil, entre beaucoup de science pour que ce soit bien crédible, bien ancré, bien réaliste, et quand même du rêve, un peu de folie, et mine de rien, un petit peu de poudre aux yeux et de spectacle, de grand spectacle. Oui, il faut romancer, comme on dit. Ouais. Exactement, je cherchais le mot, merci. Et donc le soir, après, il y a des ateliers, des discours, des concerts. Exactement. Alors, les ateliers sont faits par la Junior Association Sol 50, que j'aide dans leur projet de maquette du système solaire à l'échelle du Sud-Manche. Donc, je fais aussi ça en tant qu'ingénieur pédagogique. Donc, j'accompagne les collégiens de la FNL. Alors, expliquez-nous, c'est Sol 50, c'est des collégiens? Alors, Sol 50, ce sont des collégiens de la FNL qui ont eu pour idée, il y a maintenant 3 ans, de construire une maquette du système solaire, mono-échelle, étalée sur tout le Sud-Manche. Donc le Soleil sera en cours de construction logiquement l'année prochaine, un dôme de 6 mètres de diamètre. Et vous avez des stèles représentant chaque petite planète à l'échelle, donc étalées dans la EPNL pour Mercure et Vénus, qui sortent à la Lucerne pour arriver jusqu'à la Terre et Mars. On en a à la Mouche pour Jupiter. Saturne doit être à Champrépu, et de mémoire, je pense qu'on va jusqu'à Bresset pour Uranus et Neptune. Ils installent Ils installent des petites stèles. Ah, il y a des d'accord. maquettes des planètes, donc à l'échelle, c'est-à-dire que la Terre fait 3 cm et Jupiter fait bien 60 cm de diamètre. C'est réalisé en partenariat avec des lycées technologiques, donc typiquement du côté de Cherbourg, qui ont produit à la fois les stèles et la maquette de la planète. Donc vous en avez donc une petite dizaine qui sont éparpillées sur le territoire. Donc les dernières ont été installées à l'automne. Et les élèves ont créé les affiches qui expliquent ce qu'est leur projet, mais également ce qu'est cette planète en question, où on peut trouver les autres, etc. Et donc le travail avait été sur la médiation. Comment est-ce qu'on simplifie une information pour la rendre digeste, intéressante, sexy, mais compréhensible, et qui puisse éventuellement marquer les esprits par une petite comparaison ou un truc un peu rigolo. Parce que, oui, connaître la distance Terre-Lune, la quatrième virgule, au quatrième chiffre après la virgule, oui, bon, c'est pas très drôle. Enfin, déjà, si je vous demande si vous sentez bien la différence entre 400 000 km et 380 000 km, ah non, moi personnellement, je ne sens pas la différence. Donc, non, moi j'ai aucune notion de distance. Peu importe. Ouais. Ah oui, donc vous les accompagnez, donc c'est passionnant. Pour s'approprier la connaissance concrètement, en fait. C'est le but du jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la science n'est pas censée rester dormir tranquillement dans un bouquin. Elle est censée être partagée, diffusée. Et en ces périodes d'épidémie de fake news, on a vraiment besoin. Oui, c'est vrai aussi. Alors, il y aura un concert, je disais, donc à 20h30. Et qui a un titre, le groupe a un nom intéressant en lien avec le festival, puisque c'est Angry Planet, ce qui veut dire, je vous laisse traduire. Oh, la planète en colère, on va dire. Ouais. Donc c'est un groupe local, donc ils sont vraiment du coin. Ils ont accepté, donc c'est un groupe punk rock qui a accepté de nous faire gracieusement l'animation pour le soir. Juste avant que la nuit soit vraiment bien posée et qu'on puisse aller dehors, selon météo, pour observer les étoiles. Donc on est assez content de pouvoir vraiment diversifier cette offre. Avant, c'était juste une conférence ou un film. Là, en fait, on est vraiment en train de tout mixer. On a des courts-métrages et des longs-métrages. On a des conférences. On a maintenant un petit concert en plus. On espère vraiment pouvoir faire décoller l'ancienne fête de l'équinoxe. C'est pour ça qu'on l'a renommé aujourd'hui Festival de l'équinoxe, pour vraiment dire qu'on a envie de passer à l'échelle. Et la nuit, comme vous dites, selon les conditions météo, il y aura des observations dehors. Exactement, avec les astronomes amateurs de SMG Astro, donc une chaîne YouTube
qui explique un petit peu comment faire de l'astronomie amateur. Pareil, ce sont des locaux. On a plein d'instruments libre-service où les visiteurs vont pouvoir regarder par eux-mêmes à quoi ressemble Mars, Saturne ou Jupiter. Et on aura même, j'espère que ça va marcher, on aura même peut-être une rediffusion en temps réel des images prises par un des télescopes, ce qui fait que les gens n'auront même pas besoin d'aller mettre l'œil à l'oculaire. On aurait peut-être un petit écran avec diffusion, projection directe de ce que la caméra voit. Donc ça pourrait être vraiment très impressionnant. On peut peut-être rappeler aussi, j'ai oublié de vous le demander, pour ceux qui ne sauraient pas, puisqu'on fait de la médiation, qu'est-ce que l'équinoxe? Ah oui, effectivement, on n'avait même pas parlé de ça. Donc l'équinoxe, c'est 2 journées par an, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Ce sont les journées où, sur 24 heures, on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Donc équinoxe, ça veut dire effectivement que la nuit est l'égale de la journée. Ce sont les passages des saisons lorsque la Terre tourne autour du Soleil. Donc il y a ces 2 étapes-là où on va entrer dans le printemps et entrer dans l'automne. On va avoir le basculement entre les journées longues de l'été ou les nuits longues de l'hiver. Et bien à un moment, il faut bien que les deux finissent par se croiser. Et donc les journées égales aux nuits, c'est ce qui se passe aux équinoxes. Et ça nous amène aux autres projets. Donc justement, vous allez continuer puisque vous nous avez parlé de la fête du solstice d'été à Carole, donc qui devrait être le 21 juin. C'est toujours le 21 juin ou le 20 juin, non, ça dépend des années, je crois. Alors ça dépend. Alors l'équinoxe, donc là, ce sera la fête du solstice. Donc le solstice, c'est l'extrême inverse. Le solstice d'été, c'est la journée la plus longue. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue. Donc la date précise de ces événements-là, donc c'est toujours fin mars, fin septembre ou pour les équinoxes, ou fin juin et fin décembre pour les solstices. Mais comme l'orbite de la Terre n'est pas tout à fait régulière, ça peut varier de 1 ou 2 jours. C'est toujours aux alentours du 21, 22, 23, mais ça peut changer d'une année à l'autre. Et en l'occurrence, on croise ça avec les disponibilités des salles, les week-ends, parce qu'on n'a pas envie d'organiser quelque chose en pleine semaine alors que les gens travaillent. Donc là, on essaye de faire quelque chose au solstice à Carole vers le 21 juin. On espère, là aussi, passer à l'échelle en proposant une exposition un peu plus longue sur Lucien Rudeau. Lucien Rudeau, c'était un astronome dont il est. Qui a inventé la vue d'artiste. C'est-à-dire que lui, son idée pour diffuser la science, au lieu même d'être là pour expliquer, il peignait ce qu'il imaginait exister sur d'autres planètes, par exemple. C'est assez bluffant. Il a dessiné des paysages lunaires 200 ans avant Apollo. Ah oui, et c'est assez crédible. Ah ouais. Bon, par contre, il a dessiné des champs sur Mars ou sur Saturne, je ne sais plus. Ouais. Là, c'est pas trop possible. Disons que l'intention était vraiment extrêmement louable. C'est toujours le lien entre l'art et la science, quoi, que vous cherchez aussi à faire. Toujours. En fait, tous les moyens sont bons pour pouvoir transmettre de la science. Passons par la musique, passons par la peinture, passons par la vidéo. Tous les moyens sont bons pour pouvoir parler un peu de science et la rendre accessible à tout le monde, à tous les âges. Et alors, la baie des étoiles, donc ça, c'est la version normande d'un événement national, la Nuit des étoiles. Qui est-ce qui a lancé la Nuit des étoiles? Depuis quand ça existe? Alors, la Nuit des étoiles, c'est l'Association française d'astronomie qui a lancé ça. Depuis quelle année? J'imagine que ça doit faire 30 ans que ça existe. Donc, si on regarde 91, ils ont commencé en 91. Donc, c'était l'ancienne Nuit des étoiles filantes, qui est devenue juste Nuit des étoiles, parce qu'effectivement, on a beaucoup de pluies d'étoiles filantes qui arrivent en août. En plus, ce sont les grandes vacances, donc tout le monde peut prendre le temps d'aller observer le ciel la nuit. Et notre idée a été, en fait, plutôt poussée par les maires sur ce coup-là. Donc, Miloud Mansour à Carole, David Guerlavet à Dragéronton, Sophie Julien Farcy à Champeau, se sont demandé s'il n'y avait pas moyen de surfer un petit peu sur cette vague-là pour faire un peu de sensibilisation à la pollution lumineuse. Donc en plus, ces temps-ci, on est en pleine phase d'économie budgétaire. Donc si on dit aux maires,
vous gagnez 1/30 de votre facture d'électricité sur l'éclairage en éteignant pendant une nuit. Là, on a les Ouais. oreilles qui s'ouvrent. C'est l'économie Donc ça rejoint marche pas mal. l'écologie. Ouais. Exactement. Donc, ce qui fait que nous, on peut avoir des arguments scientifiques supplémentaires. Donc, le fait de pouvoir profiter des étoiles sans être sous un lampadaire allumé, même si ça a l'air juste un petit peu rêveur, nous, ça pourrait nous aider. Elon Musk, si tu nous écoutes, n'hésite pas à abandonner ton projet de 80 000 satellites qui vont tout nous pourrir. Merci. Mais les biologistes, par exemple, se plaignent aussi beaucoup de la pollution lumineuse parce que ça fractionne énormément les habitats des animaux nocturnes. Et on se retrouve avec des populations complètement décalées. Les insectes qui vivent de nuit parce que il y a de la lumière tout le temps. Les oiseaux qui qui migrent et qui continuent à tous les manger parce qu'il y a des pièges, d'insectes partout. Ça s'appelle des lampadaires. Alors que inversement, beaucoup d'animaux se retrouvent privés de nourriture parce que il n'y a plus rien dans leur petit coin où il fait encore un peu sombre. Donc ça dérègle énormément de choses. Donc la baie des étoiles, c'est la convergence de la nuit des étoiles et des questions écologiques où on va lutter un petit peu contre la pollution lumineuse, sensibiliser les gens au fait que non, vous n'allez pas vous faire cambrioler plus souvent si on éteint les lumières. D'ailleurs, réussi à faire éteindre quasiment toutes les communes de Carole à Cancale. Parce que on ne s'arrête pas au Sud-Manche. Notre projet de planétarium de centre de culture scientifique ne va pas s'adresser qu'à une des Comcom du Sud-Manche, mais à déjà toutes. Celle de Granville, celle d'Avranches, de Villedieu, de Coutances, mais même au-delà. Même si les Bretons ont des grands centres à Rennes ou à Pleumeur-Baudou, on ne leur fera pas concurrence, ils nous connaissent, on les connaît, et ils sont tout à fait ravis de voir des partenaires se créer. Mais la pollution lumineuse, on en parle sur tout le pourtour de la baie, le côté normand comme le côté breton. Et ça permet vraiment de changer le rapport à la nuit, de se la réapproprier et de réapprendre un peu à rêver dessus. Dernière chose, contact pour avoir des infos, pour vous suivre. Vous avez un site ? Alors, on a un site, planétarium-sud-manche.fr. J'avoue que comme nous sommes à le gérer, ça prend un peu de temps. Idem pour les réseaux sociaux, on est assez absent pour plein de raisons différentes. Suivez quand même Feel Good Prod sur la chaîne YouTube, qui est notre vidéaste attitré et qui fait régulièrement des petites interviews. On a également SMG Astro qui parle de nos actions. Donc lui, il est sur YouTube également. N'hésitez pas à lire aussi les affiches qu'on prend la peine de mettre un peu partout, dans tout le Sud-Manche. Granville, Villedieu, Avranches, que je citais tout à l'heure, ont quelques-unes de affiches placardées chez les commerçants. Donc en tout cas, c'est là où vous trouverez la majeure partie des infos. planétarium-sud-manche.fr. Très bien, on va se quitter. Merci Mathieu Hirdik pour toutes ces infos et pour tout ce que vous animez pour la science et l'art en union dans la baie. Et donc ma dernière question, fétiche aussi, c'est un choix musical pour nous quitter. Et bien justement, pour vous donner envie de venir écouter Angry Planet, pourquoi pas un de leurs derniers extraits, Long Goodbye. Très bien. Eh ben, on va se dire goodbye et bien rendez-vous le samedi 8 mars pour le festival de l'équinoxe. Au revoir Mathieu. Au revoir et merci encore. Merci.